Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webcast inédit RPS et absentéisme, l'iceberg qui mine la santé et la compétitivité de nos organisations françaises. C'est parti pour une heure de live, je vous présenterai mes invités un peu plus tard. Les différentes études convergent sur l'absentéisme, aujourd'hui sur une dégradation croissante. À titre d'exemple, plus 10 jours en moyenne dans la durée des absences sur les 10 dernières années. 43% des salariés qui ont déclaré du mal-être sur le baromètre Équilibre OpinionWay 2025 au cours des 6 premiers mois. Plus de 50% des managers qui déclarent ressentir du mal-être modéré à très élevé. On n'est plus dans les signaux faibles, on est dans un fait social majeur. C'est une alerte pour nos organisations et c'est une menace pour la compétitivité de nos entreprises. Nous sommes convaincus que ces signaux, aujourd'hui, méritent des méthodes, des réflexions, des remises en question qui permettent d'appréhender l'invisible du travail. Appréhender l'invisible du travail, c'est obligatoirement réfléchir sur la façon dont aujourd'hui on s'outille, c'est penser des méthodes différentes pour aborder cette complexité. C'est la condition pour agir mieux sur le travail réel, c'est la condition pour mieux concilier la santé au travail et la santé du travail. Retrouver le chemin de la qualité du travail pour de la performance durable, c'est précisément le sens de nos contributions à tous les trois aujourd'hui. Je vous présente Béatrice Guéguignat. Bonjour Béatrice. Bonjour Jean-Christophe. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable organisation du travail et projet stratégie RH au sein de la direction des ressources humaines de la Maïf. Tout à fait. Et je vous présente Laurent Capelletti. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Christophe. Alors vous êtes déjà très connu Laurent, vous êtes socio-économiste, professeur au CNAM, directeur de programme ISEOR pour faire une version ultra courte de votre très long CV. Merci beaucoup d'être avec nous et vous allez nous parler de la méthode des coûts cachés, de la méthode coût-performance cachée dans quelques instants. Et je vous parlerai des principaux enseignements du baromètre 2025 Équilibre OpinionWay. Avant qu'on ouvre tous les trois une séance avec vous, questions-réponses, je vous encourage dès maintenant à poser vos questions sur le chat de façon à ce qu'on puisse les recevoir au fur et à mesure de ce webcast et qu'on y réponde tous les trois dans un temps qui y sera dédié. Si nous n'avions pas le temps de répondre à toutes vos questions, nous nous engageons avec Béatrice et avec Laurent à vous faire parvenir nos réponses à l'ensemble des questions que vous aurez la gentillesse de partager avec nous. Je vous propose qu'on commence par la première séquence, les coûts cachés de l'absentéisme. Laurent, on commence avec vous. Merci beaucoup. Vous faites l'honneur d'être présent dans ce webcast. Je vous ai présenté rapidement en introduction. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. On les a vus à l'écran, dont les deux derniers. Un que vous avez écrit sur l'approche socio-économique des organisations et un auquel vous avez contribué. Vous avez écrit un très beau chapitre dans un ouvrage qui est coordonné par Madame Erel et Monsieur Pallier. Je vous pose dès maintenant la première question. Quand on parle de cette méthode des coûts cachés, coûts-performance cachés, est-ce que vous accepteriez, une nouvelle fois, vous l'avez fait de nombreuses fois sur les plateaux, mais de nous faire bénéficier aujourd'hui de votre talent pédagogique pour nous permettre d'appréhender de façon simple de quoi s'agit-il quand on parle de cette méthode et peut-être illustrer quels sont les principaux chiffres quand on parle des coûts cachés de l'absentéisme. Oui, alors l'absentéisme, donc au travail, en fait, il y a une partie qui est visible, qui est bien documentée. Ce sont les indemnités versées par la sécurité sociale. Et ça s'élève à, bon an, mal an, donc c'est en croissance, et ça s'élève à 17 milliards par an. Ça, c'est la partie visible. Mais il n'y a pas que ça comme impact économique. Il y a toute une série d'impacts économiques, comme par exemple la non-production, évidemment, des absents, les surtemps et l'usure des présents quand ils prennent en charge le travail des absents, la relation client qui n'est pas faite, donc avec des risques éventuellement de perte de clientèle, etc., etc. Et donc, quand on chiffre, en fait, et donc, ces coûts sont cachés, c'est-à-dire qu'ils sont complètement occultés par les systèmes d'information. Ils sont souvent, d'ailleurs, aussi minorés par les dirigeants qui pensent que, finalement, c'est pas grand-chose. L'absentéisme au travail, de toute façon, c'est la collectivité qui prend en charge. Alors, certains, bien sûr, en ont conscience, mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est invisible. Et donc, la méthodologie des coûts-performance cachés,
permet en fait de mesurer. Alors en moyenne en France, si on table sur les derniers chiffres en fait de l'absentéisme au travail, on est de l'ordre en grande moyenne de 5 000 € de coûts cachés par personne et par an, en moyenne. C'est un peu moins dans le privé, un peu plus dans le public, mais c'est de cet ordre-là. Ce qui fait que lorsqu'on extrapole à l'ensemble de la population active française, on arrive à un coût caché d'au moins 100 milliards, 108 milliards d'euros par an, c'est plus de 3% du PIB. Donc c'est à la fois gigantesque en termes de perte de valeur ajoutée dans les entreprises, y compris les toutes petites, dans le secteur public également. Et quand on extrapole, c'est une perte monumentale en fait de PIB pour notre pays. Laurent, c'est une méthode qui se développe depuis quand en France et qui à un moment donné a bénéficié de combien de mises en œuvre concrètes? Comment elle se calcule? Et est-ce que vous acceptez de nous livrer les principaux ingrédients? Oui, comme vous êtes gentil avec moi, je vais le faire. Donc, elle a été inventée il y a une 50aine d'années par le professeur Henri Saval, qui a créé donc l'Institut de socio-économie et qui en fait a créé cette méthode sur la base de la thèse qu'il avait fait sur l'enrichissement du travail humain. D'ailleurs, il a sorti un ouvrage à cette occasion, dans les années 75, préfacé par Jacques Delors, qui était très, à l'époque, qui était professeur associé à Dauphine, qui était extrêmement intéressé par le sujet. Et donc, il a créé cette méthode, en fait, pour analyser de façon scientifique, non, en sciences humaines, mais les approches rigoureuses et scientifiques existent aussi, donc l'analyse socio-économique des conditions de la vie au travail. C'est pour ça qu'il a créé, en fait, la méthode, parce qu'il s'était rendu compte que les systèmes comptables et financiers traditionnels ne permettaient pas de refléter, en fait, l'impact économique des défauts de conditions de travail, d'organisation du travail, de communication, de gestion du temps, bref, de conditions de travail au sens large, et notamment tous les impacts, en fait, en termes de absentéisme au travail, mais il y a également d'autres impacts. En fait, finalement, l'absentéisme au travail, c'est une des 5 grandes conséquences économiques des défauts de management, finalement, au travail, avec les accidents du travail, la rotation du personnel non maîtrisé, les défauts de qualité, et évidemment la sous-productivité. Et donc, il a inventé cette méthode, en fait, pour y voir clair. Voilà. Et depuis, donc, la méthode a été expérimentée, développée sur plus de 3000 entreprises et organisations, impliquant près de 200 000 personnes, dans tout type d'entreprises et d'organisations, de toutes petites entreprises, lisant un partenariat avec l'OPCO-EP, donc dans des boulangeries, dans des salons d'esthétique, jusqu'à des grandes entreprises, des TPE, des PME, Brioche Pasquier pour n'en citer qu'une, et puis des très grandes entreprises, Vinci par exemple, et des organisations publiques. Merci beaucoup. Merci Laurent pour ces premières réponses. J'ai dit qu'on allait attendre la fin pour recevoir et répondre aux questions, mais vous êtes déjà très nombreux à nous poser des questions, et on vous en remercie. La dépense de 5 000 € en moyenne par salarié, je prends une première question, c'est par salarié absent ou c'est rapporté à l'ensemble de l'effectif de l'entreprise? À l'ensemble de l'entreprise. En moyenne, aujourd'hui, le taux d'absentéisme, quand on le convertit en fait en coût caché égale perte de valeur ajoutée qui échappe, invisible ou très imparfaitement enregistrée dans les comptes de résultats des entreprises ou les budgets publics, c'est 5 000 € par personne et par an. Ce qui fait que dans une entreprise de 10 personnes, ça fait 50 000 € de valeur ajoutée en moyenne, au moins en moyenne, qui s'échappe. Et à l'échelle du pays, ça fait plus de 100 milliards d'euros par an. Ce qu'il faut savoir, c'est que 100 milliards de PIB, vous le savez, ça fait 50 milliards de recettes fiscales pour les budgets publics. Tout compris. Ça veut dire que, en gros, si on réduisait l'absentéisme au travail, ça permettrait finalement de ramener le déficit public aux critères de Maastricht. Merci beaucoup Laurent. Alors vous nous avez donné des points de repère et des ingrédients dans le calcul de cette méthode. Est-ce que vous voulez bien rappeler peut-être l'ouvrage de référence? On nous pose la question, quelle méthode précise de calcul? Alors dans le temps du webcast, voilà, on pourrait reconsacrer d'ailleurs un webcast spécifique, mais quelle méthode de calcul pour calculer le coût de l'absentéisme? Pour les personnes qui voudraient aller plus loin sur le sujet,
Quel est l'ouvrage de référence et peut-être même des formations existent? Alors, bien sûr, il y a des formations donc, avec nos équipes à l'ISEOR, au CNAM, et puis il y a un certain nombre de collègues qui ont développé la méthodologie. L'ouvrage de référence, c'est Maîtriser les coûts et les performances cachées, aux éditions Economica. L'ouvrage a été également édité donc, dans une collection par l'OIT et le BIT. OIT, BIT, qui ont labellisé en fait la démarche. Et moi, la méthode, en fait, je l'ai résumée dans un ouvrage qui s'appelle Le contrôle de gestion du matériel. Pourquoi ? Parce que ce type de méthodologie, coût-performance cachée, ce sont des méthodes extra-financières. Donc, c'est-à-dire, on sort du contrôle de gestion et de la comptabilité classique, qui ont leur intérêt, mais pour mesurer les impacts des activités humaines organisées, ce que n'a pas prévu de faire la comptabilité et le contrôle de gestion, il faut des méthodologies extra-financières. Donc c'est une méthode extra-financière, expérimentée, appliquée, etc. Très documentée. Il y a des ouvrages et après il y a plein de capsules vidéo, d'enseignements, de cours. Pour ceux qui le souhaitent, vous allez sur Internet et vous tapez le nom de la méthode. Vous avez plein de choses auxquelles accéder. Regardez. Merci beaucoup Laurent pour ces précisions. Une dernière question, on a encore un peu de temps pour ça. Quels sont les bénéfices, maintenant qu'on a posé les points de repère sur la méthode, les premiers ingrédients, quels sont les bénéfices? Autrement dit, pourquoi chiffrer? Pourquoi mettre en œuvre cette méthode dans les organisations? Qu'est-ce qu'on en attend? Alors, en fait, c'est une approche donc robuste, on dit d'intention scientifique, on va dire, rigoureuse, etc. Et à part d'un constat, c'est que ne pas chiffrer, c'est ne pas agir. Ça fait maintenant, depuis que le bilan social existe, il y a une obligation pour les entreprises de plus de 300 personnes, et avec leur expert comptable, les petites entreprises peuvent le faire aussi, de quantifier l'absentéisme au travail, les accidents du travail et la rotation du personnel. Donc c'est quantifié en pourcentage depuis plusieurs dizaines d'années. Ça n'arrête pas d'augmenter. Quelles sont les conséquences dans les entreprises? Je caricature, rien. Donc, le chiffrage en fait économique, c'est pour compter bien sûr, mais déjà c'est pour compter en ordre de grandeur puisqu'on est en comptabilité extra-financière, on n'est pas en comptabilité classique, et c'est surtout pour potentialiser les énergies de changement, créer une prise de conscience. C'est de la transinformation, ça s'appelle techniquement, pour qu'à un moment donné, les dirigeants, les managers, les salariés prennent conscience en fait de l'évaporation budgétaire qui pourrait servir, si elle était recyclée en valeur ajoutée, à améliorer les conditions de travail, améliorer la qualité des produits et des services, augmenter les rémunérations, parce que 5 000 € par personne et par an, il y a quelques centaines d'euros, voire milliers, qui pourraient être consacrés à tout ça, d'accord ? Je comprends bien Laurent par rapport à ce que vous dites, c'est pas chiffrer pour chiffrer, c'est chiffrer pour transformer. Voilà. Et c'est chiffré pour aussi pouvoir évaluer le retour sur investissement, là où un certain nombre d'organisations considèrent peut-être les mesures de prévention comme de la dépense. La première raison, c'est pour mesurer, mais pour transformer, et ensuite pour évaluer et montrer le retour des investissements en qualité du management. Ils peuvent aller jusqu'à combien ces retours sur investissement? Alors 1 € investi, donc ça c'est en moyenne scientifique, publié, etc. Sur plusieurs de cas, c'est prouvé, c'est pas contesté, ça peut l'être, on attend les contestations. On rapporte en moyenne 4. Mais ça veut dire que quand vous mettez 1 € en amélioration des conditions de travail, alors si on se centre sur l'absentéisme au travail, ça veut dire que, alors si on le prend dans l'autre sens, ça veut dire que en gros, de 1/3 à la moitié, à plus de la moitié de l'absentéisme au travail est réductible en moins d'1 an, ça c'est nos expérimentations qui l'ont montré, au travers d'amélioration de la qualité du management. Il y a une partie ensuite qui est plus compliquée, parce que ça va demander en fait des décisions plus stratégiques, et il y a probablement, ça aussi je pense que c'est important à préciser, dans les coûts cachés, il y a une partie incompressible. Qui représente quoi à peu près, un tiers? C'est les lois de Pareto, c'est 20% à un tiers. On parlera c'est les coûts cachés naturels, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire, justement, c'est des méthodologies en fait où on ne cherche pas le zéro. On ne cherche pas le zéro réduction, le zéro ceci. On cherche à réduire le compressible.
Voilà. Très bien. Et on s'arrête à l'incompressible. Merci beaucoup Laurent. On pourrait avoir envie de vous poser encore 1000 questions. Continuez de nous poser des questions sur le chat. Je les partagerai avec Laurent dans la séquence questions-réponses. Je vous propose qu'on passe à la deuxième séquence avec Béatrice Guéguignat sur le retour d'expérience de la Maïf en lien avec la prévention de l'absentéisme. Béatrice, c'est à nous Oui. de pouvoir vous écouter sur ce retour d'expérience de la démarche que vous avez mise en œuvre à la Maïf. Voilà, j'ai reçu avant ce webcast beaucoup de demandes et beaucoup de manifestations d'intérêt, à la fois par la présence de Laurent et aussi par le fait de pouvoir bénéficier d'un retour concret, ultra concret, avec en tout cas une des pilotes au cœur de ce dispositif. Alors la première question, c'est pourquoi vous vous êtes investi de ce sujet au sein de la Maïf ? Alors tout simplement parce que l'absentéisme, c'est un des indicateurs de suivi de l'axe stratégique qui porte sur l'épanouissement des acteurs internes, l'épanouissement des salariés, et aussi un indicateur clé de suivi de la QVCT, que nous suivons donc depuis longtemps, et qui est intégré dans nos tableaux de bord RH, pas seulement suivi par les acteurs RH, mais aussi par les managers, puisque cet indicateur est un indicateur mis à disposition mensuellement auprès des managers. Donc l'absentéisme, c'est vraiment un levier stratégique de performance sociale et économique. Et en 2024, nous avons réalisé les constats suivants. Jusqu'en 2019, nous avons vu une baisse régulière de l'absentéisme. En 2020 et 2021, pas de surprise, je ne vous apprends rien. Ces 2020-2021, c'était 2 années totalement atypiques avec une hausse de l'absentéisme au niveau national. La Maïf n'y a pas coupé, évidemment. 2022, c'est une année surprenante, avec une reprise de l'absentéisme à la Maïf comme en France, parce que c'était la dernière vague Omicron. On a eu aussi des impacts Covid en termes de santé mentale. L'effet aussi d'un changement plus profond dans le rapport au travail qui a pu être constaté. 2023, à nouveau une baisse générale du taux d'absentéisme. On n'est pas revenu au niveau pré-Covid à la Maïf, mais on a constaté à ce moment-là une hétérogénéité de l'absentéisme en fonction des métiers. Et 2024, on a pu constater qu'il y a des endroits dans l'entreprise où l'absentéisme ne baissait plus. Et donc du coup, en regardant ces constats, notamment pour les métiers qu'on appelle chez nous distribution, nos agences et les plateaux téléphoniques, nous avons décidé de mettre en place une étude spécifique qui portait sur l'absentéisme dans ces 2 métiers fin 2024. Pourquoi ? Parce que l'absentéisme, avec tout ce qu'il implique, l'insatisfaction, le désengagement, la sous-performance, ce qu'il coûte à l'entreprise, Laurent vient d'en parler, sa tendance haussière aussi, c'est une préoccupation majeure pour nous à juguler. Donc si je comprends bien, un suivi depuis plusieurs années et des actions pour réguler ce qui méritait de l'être, oui. Et une démarche volontaire par anticipation d'une évolution des derniers indicateurs. Et cette dernière démarche que vous avez mise en œuvre et pour laquelle on a eu le plaisir en partie de vous accompagner, en quoi elle était différente des précédentes approches que vous aviez pu mettre en place ? En fait, la différence, c'est que les enquêtes sur les conditions de travail et les données d'absence, elles sont souvent analysées séparément. Comme beaucoup d'entreprises, en fait, à la Maïf, nous avons un baromètre de satisfaction au travail qui est dispensé 3 fois par an auprès des salariés. Et comme je l'évoquais, nous suivons les indicateurs autour de l'absentéisme depuis longtemps. Donc là, l'enjeu, c'était de prendre le sujet sous un angle nouveau, s'attaquer aux causes racines de l'absentéisme, au-delà des constats que l'on peut réaliser sur son effet. Et donc, avec l'aide du cabinet Équilibre, nous avons réalisé une étude qui consistait à croiser les réponses à une enquête anonyme auprès de plus de 2600 collaborateurs, une enquête sur la satisfaction au travail, les environnements de travail, l'absentéisme, avec les données réelles de l'absentéisme et les données socio-démographiques enregistrées dans nos bases RH.
Pourquoi l'externaliser? C'est aussi pour avoir une garantie pour les salariés d'une anonymisation des réponses à ce questionnaire. C'était très important pour que l'enquête soit efficace. Ce que je comprends, dans l'originalité, et on a à l'écran un visuel que vous avez préparé, et je vous en remercie, c'est que il y a eu la mobilisation de différentes sources de données, vous venez de le dire, à la fois l'intégralité des données de la base RH en lien avec les indicateurs d'absence et l'ensemble des critères sociodémographiques, la mise en œuvre d'une écoute du travail réel à travers celles et ceux qui le font d'un point de vue plus qualitatif en lien avec le sujet de l'absentéisme, la construction d'un questionnaire sur mesure et le croisement de l'ensemble de ces données, et ça c'est une des particularités de cette démarche aussi, et vous l'avez parfaitement dit, c'est que dans un certain nombre d'organisations, on retrouve ces ingrédients, mais très rarement, il y a la capacité de pouvoir les croiser avec des méthodologies adaptées. Tout à fait. En fait, l'enjeu, c'était vraiment d'identifier, au-delà des constats sur l'absentéisme, au-delà des constats sur des indicateurs sur la satisfaction au travail, est-ce qu'il y avait des leviers dans le travail qui permettait d'influencer le niveau d'absentéisme dans l'entreprise. Et ça, c'était vraiment à la fois très intéressant et assez nouveau pour nous de pouvoir faire cet exercice qui permet de dépasser des biais d'interprétation et aller au-delà des simples réponses à des questions, à un questionnaire de satisfaction au travail. Merci beaucoup, Béatrice. Où vous en êtes aujourd'hui? J'imagine que les téléspectatrices et téléspectateurs se posent cette question. Vous en êtes où dans cette démarche? Et est-ce qu'il y a des premiers résultats que vous êtes en mesure de nous partager? Alors, on en est à l'étape du plan d'action, donc il ne se passe pas rien pour assurer Laurent. Donc là, l'enjeu, c'est de mettre en place des actions pour réduire les causes racines de l'absentéisme. Et donc, comme je vous l'expliquais, pour réduire les causes racines de l'absentéisme, pour construire ces plans d'action, l'enjeu, c'était d'identifier les causes qui génèrent l'absentéisme au-delà du sujet de la santé, puisque évidemment, on parle des arrêts maladie. Donc là, l'enjeu, c'était d'aller chercher ce qui est invisible à l'œil nu et d'entrer dans la complexité réelle du travail en tenant compte des différences entre métiers, profils, territoires éventuellement. Donc ça, c'était tout l'enjeu. Et le schéma qui est à l'écran montre de façon statistique, puisque la démarche a corroboré de façon statistique, les liens empiriques établis entre satisfaction, motivation et absentéisme. Ça paraît évident, mais c'est mieux de le mesurer statistiquement. Plus la satisfaction est dégradée, plus la motivation diminue dans des proportions identiques et plus l'absentéisme augmente. C'est une évidence, mais c'est bien de mettre aussi des chiffres sur le sujet. Et ça nous a permis de voir, puisque je vous parlais de deux métiers différents, que cette corrélation, elle est 2 fois plus forte quand on travaille sur des plateaux téléphoniques que dans des agences, puisque l'absentéisme augmente 2 fois plus vite en cas de baisse de satisfaction au travail. Donc tout l'enjeu, vous le voyez sur le volet satisfaction, c'était d'identifier les variables significatives pour comprendre les causes racines des absences. Ces variables, c'est celles pour lesquelles le niveau d'absentéisme des personnes qui sont insatisfaites, il est significativement plus élevé que les personnes qui sont satisfaites sur l'item. Ça veut dire qu'on peut avoir des volumes de personnes qui sont faibles, peu de personnes sont insatisfaites sur un item, mais en cas d'insatisfaction, l'absentéisme est multiplié par 2 ou 3. C'est un petit peu l'image des petits ruisseaux qui font les grandes rivières sur le sujet. C'est pour ça que l'absentéisme est un sujet complexe qui mérite d'aller chercher au-delà de ce que l'on peut voir dans des simples questionnaires. Je vous prends un exemple. Une insatisfaction sur la relation avec le manager direct, qui concerne peu de salariés. On a mesuré que c'était moins de 7% à la Maïf. Par contre, en cas d'insatisfaction, l'effet multiplie par 4 le niveau d'absentéisme. Donc, ça mérite qu'on s'y attache. Et vous parliez de résultats, donc on a pu mesurer qu'une insatisfaction sur la reconnaissance des efforts, sur les marges de manœuvre, sur le contrôle et le pilotage de l'activité ou sur la relation avec les collègues sont des causes racines de l'absentéisme. Et à partir du moment où on les a identifiées, après on peut agir. L'importance, Béatrice, de la justesse de la méthode, et c'est le point commun de ce dont on est en train de parler tous les trois ensemble aujourd'hui, dans une approche psycho-socio-économique, à la fois des chiffres, mais pas des chiffres juste pour des chiffres. On s'intéresse à la qualité du travail et au travail réel,
à l'ensemble des data quanti-quali avec des méthodologies adaptées. C'est pas le fruit du hasard, ça nécessite des compétences, mais elles sont référencées pour pouvoir à un moment donné faire ressortir, et vous l'avez dit, ce qui ne se voit pas spontanément, et peut-être même ce qui n'apparaît pas dans les hiérarchisations habituelles des baromètres sociaux, puisque s'intéresser au dysfonctionnement, aux causes racines, c'est pas une élection, c'est pas le discours de la majorité. Autrement dit, on peut parfois avoir une hiérarchisation des moyennes dans les baromètres sociaux et ne pas s'intéresser aux 20 ou 30% d'insatisfaction parce qu'ils seraient minoritaires, mais s'intéresser au phénomène d'absence, c'est savoir s'intéresser au-delà des notes majoritaires ou de ce qui dépasse la moyenne. Donc c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitez ajouter, Béatrice, en complément ? Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Jean-Christophe, en fait, c'est vrai que la démarche va faire un focus sur ce qui ne fonctionne pas. Et en termes de retour d'expérience et d'état des lieux aujourd'hui, où nous en sommes sur les plans d'action, en fait, il est vraiment fondamental de mener ces travaux de manière collégiale entre les équipes RH et les directions métiers, les managers, pour éviter tout effet de sensibilité. Parce que forcément, quand on met la loupe sur ce qui ne va pas, on a tendance à occulter tout ce qui va bien. Donc, les managers peuvent avoir un sentiment de remise en question de leur travail, les managers ou les acteurs RH, puisqu'ils sont sollicités aussi sur le sujet. Donc, ça, c'est le premier élément qui me semble important très concrètement dans la démarche. C'est une démarche qui n'est pas une démarche RH, c'est une démarche collégiale d'entreprise. Deuxième point, construire un plan d'action de réduction des causes racines de l'absentéisme. Ça implique aussi, et c'est pas toujours simple, d'accepter une prise de risque à court terme, mais aussi d'accepter de revoir des repères qui ont fait leurs preuves par le passé, c'est-à-dire de changer l'approche sur certains sujets qui ont été identifiés comme des causes racines. Donc, c'est vraiment important puisque les actions mises en place doivent permettre de mesurer les effets vertueux à moyen terme sur l'absentéisme. Et c'est pour ça que nous avons pris le parti de construire ce plan d'action avec les parties prenantes que sont évidemment les acteurs RH, les managers, les directions métiers. Et aussi, j'ai pu solliciter un groupe de travail du CSE pour participer à cette construction. Donc, justement une question sur le dialogue social et l'implication des représentants du personnel dans cette dynamique. Vous y avez répondu. Ce que je propose, c'est qu'on garde les questions qui arrivent au fur et à mesure en nombre pour qu'on passe à la troisième séquence sur les principaux enseignements du baromètre Équilibre Opinionway 2025, et on rééchangera tous les trois en lien avec les questions que vous aurez la gentillesse de continuer de nous poser. Merci pour votre intérêt. On vous retrouve pour cette troisième séquence. Va s'afficher à l'écran la couverture du livret qu'on a travaillé et qu'on vous partagera si vous le souhaitez. À la fois la reprise des principales données issues du baromètre qu'on a confié à notre partenaire Opinionway, mais on y a ajouté notre lecture, notre expertise dans ce livret d'une 50aine de pages qui sera officiellement disponible à partir de la semaine prochaine. Donc, je ne vais pas vous partager l'ensemble des enseignements que vous pourrez trouver dans ce livret, mais quelques points de repère au regard de la thématique de ce webcast. Le premier enseignement, c'est un paradoxe que j'ai envie de vous partager. Vous avez dit, Béatrice, et à juste titre, et on le vérifie dans l'intégralité de nos démarches, il y a une corrélation entre la satisfaction et l'absentéisme. La puissance de cette corrélation peut être différente, et vous l'avez illustré notamment à travers deux métiers, deux activités différentes au sein de la filière distribution. Donc on retrouve ça dans toutes nos études. Si on s'autorise à compléter, ce que l'on a dans les données, c'est un paradoxe, puisque quand bien même je peux exprimer une certaine satisfaction globale, une assez bonne satisfaction globale d'ailleurs, voire même une bonne satisfaction globale, quand on s'autorise à mesurer la fatigue, quand on s'autorise à mesurer le mal-être, le paradoxe, c'est que je peux ne pas être en arrêt, je peux venir au travail
exprimer une certaine satisfaction globale, être attaché à mon travail et pour autant, en même temps, ressentir de la fatigue significative, ressentir du mal-être, voire en souffrir. Et ça, c'est un premier enseignement de ce baromètre sur l'importance de bien choisir les indicateurs pour avoir une puissance de lecture de ce qui ne se devine pas toujours ou de ce qui ne se voit pas d'un point de vue collectif, même si on peut le rencontrer dans son périmètre de travail au quotidien, dans des dimensions plus individuelles. Mais rappelons-le, on l'a dit en introduction, on lance une alerte sur la santé des organisations, c'est le point important, et sur la menace que constitue ce déficit de santé de nos organisations sur la compétitivité. Donc dépassons les sujets individuels, quand bien même ils sont importants, pour nous concentrer sur ce qui, à un moment donné, doit faire sens au sein de la gouvernance des différentes organisations. Deuxième enseignement, l'impact négatif est plus fort sur les fonctions managériales. On a partagé 43% de personnes qui ont été exprimées en moyenne du mal-être sur 2025 au quotidien. Niveau de mal-être allant de modéré à très élevé. C'est plus de 50% des managers. Je l'ai dit en introduction, c'est important d'intégrer cette notion. Vous avez dit dans la mise en œuvre de la démarche, quand on va s'intéresser à l'absence, on va aller s'intéresser aux insatisfactions. Il faut intégrer cette dimension dès le début dans la mobilisation du comité de pilotage, dans la mobilisation des équipes, dans la mobilisation du management, puisque par ailleurs, et vous avez eu de très bons résultats sur la satisfaction exprimée dans la relation globale avec le management, et Laurent, vous le dites aussi, quand à un moment donné on parle de qualité du management, on ne remet pas en cause les personnes en tant que telles, on interroge la fonction dans une dimension d'organisation. Donc on doit être extrêmement prudent, et quand on invite le management à pouvoir mieux se mobiliser ou plus se mobiliser, c'est d'abord s'autoriser à s'intéresser aux personnes qui occupent ces fonctions. Et notre préconisation dans les différentes organisations, c'est de commencer par s'intéresser à l'activité de travail réelle de cette fonction managériale pour pouvoir mieux la comprendre. Qu'est-ce qui se passe derrière le prescrit dans l'activité quotidienne des managers? On ne peut pas donc juste prescrire une demande de manager et on doit dépasser le management de la prescription dans les différentes organisations. Troisième enseignement, c'est que sur l'ensemble des indicateurs qui ont été utilisés, vous savez que si on prend par exemple le référentiel de l'INRS, vous pouvez retrouver toutes les références. D'ailleurs, sur le site de l'INRS, vous avez plus d'une trentaine d'indicateurs, inspirés d'un rapport qui avait été remis au ministre du Travail. Eh bien, on retrouve à travers le travail complémentaire qu'on a pu faire sur les données, eh bien, la capacité de pouvoir aujourd'hui vous présenter une modélisation avec un acronyme simple à retenir, les 3 S. Le premier S, c'est la soutenabilité. On pourrait parler de supportabilité. Le deuxième S, c'est le soutien, et le troisième, c'est le sens. On retrouve dans la soutenabilité et dans le soutien les fondamentaux des premiers modèles de psychologie du travail et des organisations, le modèle de Karasek avec la demande psychologique, l'autonomie et le soutien, et puis le modèle de Sigrist, effort-récompense. Pourquoi ? Puisque dans la soutenabilité, ce qui se joue, c'est la charge acceptable, c'est l'équilibre ou le déséquilibre entre des contraintes cognitives, des contraintes émotionnelles et les ressources qu'on est en capacité de mobiliser pour y faire face. C'est la première dimension. Et j'insiste bien sur la dimension cognitive et la dimension émotionnelle dans les causes racines du mal-être au travail. Le deuxième niveau, qu'on a simplifié sous l'acronyme soutien, c'est le manque de reconnaissance, le manque d'écoute des personnes en situation de travail, le manque d'écoute de leur travail et le manque de circulation de l'information. On retrouve ces 3 causes racines comme étant les plus explicatives des personnes en situation de mal-être. Et la troisième dimension, c'est le sens, à travers 2 causes racines, la qualité du travail perçu et le sentiment d'utilité. Tous les autres facteurs qu'on peut retrouver dans les outils habituels ont bien évidemment un rôle à jouer dans la prévention et dans la compréhension. Mais si on doit se concentrer sur des causes racines macro, qui mériteront d'être complétées, puisque quand on s'intéresse à l'absentéisme, il y a évidemment plusieurs variables qui peuvent être intéressantes. On recommande des démarches sur mesure. On ne parle pas ici de la distance entre le lieu de domicile et le lieu de travail, qui est évidemment un indicateur important à prendre en compte de façon spécifique dans l'absentéisme et la caractéristique des organisations, la caractéristique des territoires, la caractéristique des populations. Mais retenez que ces 3 S, on les retrouve de façon cohérente à la fois dans le privé,
à la fois dans le public et de façon macro dans les différentes activités. Et puis, le dernier point que j'ai envie de partager avec vous, c'est l'avant-dernier point, c'est le déficit de confiance. Alors ça, c'est quand même important, parce que dans la plupart des formations qui sont demandées en matière de santé mentale, en matière de mal-être ou de prévention des risques psychosociaux, quand on est sur la version courte de sensibilisation, c'est comment on fait pour détecter une personne qui est en situation de mal-être. Et la première réponse que l'on apporte avec les équipes, même si on finira évidemment par répondre à cette question, c'est le meilleur chemin, c'est que les personnes viennent vers vous, et pour que les personnes viennent vers vous, il faut de la confiance. Et on voit dans les résultats de ce baromètre un déficit de confiance. Premièrement, en ce qui concerne les dispositifs de signalement d'alerte, en lien avec la possibilité de venir y déposer son mal-être ou de venir y déposer le sentiment d'être exposé à des comportements inappropriés, voire les deux. Déjà, des efforts doivent être faits pour continuer de les mettre en œuvre dans les organisations. On a une mise en œuvre partielle au sein des organisations en France. Quand bien même ces dispositifs sont mis en place, ils sont utilisés ou ils seraient utilisés de façon très partielle par les personnes qui ont été interrogées parce qu'elles n'ont pas suffisamment confiance dans la confidentialité des données, l'utilisation qu'il pourrait en être faite, et surtout dans la capacité de leur entreprise d'agir et de changer les choses. On revient sur ce que vous disiez un peu plus tôt, Laurent. Et quand on pose la question des personnes ressources vers qui on irait spontanément pour se confier, les collègues apparaissent avec le pourcentage le plus important. Vous pourrez retrouver la précision des pourcentages dans le livret. C'est de l'ordre de 3/4 des personnes qui répondent pouvoir se confier à un collègue. Mais en réalité, un collègue, on va plutôt avoir besoin d'être écouté, de se défouler. Le collègue peut nous apporter un premier relais de prévention, mais ne va pas vous pouvoir rester seul pour agir dans la situation, même s'il peut aider à écouter et à mettre en relation. Les managers, c'est seulement 1/3 des personnes qui auraient confiance pour partager leur situation auprès des managers. Et quand on regarde la confiance envers la fonction RH, on est à 11%. Seulement 11% des salariés interrogés auraient confiance dans la fonction RH pour partager à un moment donné une difficulté en lien avec leur travail. C'est une crise de confiance à laquelle on assiste aussi et elle mérite d'être interrogée au sein de chaque organisation, peut-être même appréciée. Et le dernier point, c'est l'isolement. 1/3 des personnes qui ont répondu n'identifient aucune personne en interne dans leur organisation pour venir partager leur situation, pour venir déposer leurs ressentis, être accompagnés dans une écoute adaptée de leurs ressentis et de la situation de travail, et être accompagnés pour pouvoir transformer la situation qui est potentiellement à l'origine des impacts de mal-être, de santé et ou d'efficacité qui les ont motivés à venir porter cette demande auprès d'un tiers au sein de leur organisation. Il y a d'autres enseignements dans ce livret. Je vous invite à le demander si vous souhaitez le recevoir et on se fera un plaisir de vous le transmettre. Et on va passer maintenant à la 4e séquence, questions-réponses, où on va prendre toutes les questions qui sont sur la tablette en train d'arriver et on aura plaisir à y répondre. Une première question pour vous, Béatrice, qui nous est partagée sur la tablette. Quel est, à titre personnel, votre retour d'expérience de la démarche que vous avez mise en œuvre en tant que pilote et représentante de la direction des ressources humaines de la Maïf? Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Qu'est-ce que vous pouvez partager comme retour d'expérience concret avec nous? Alors, retour d'expérience sur l'intérêt justement de faire cette analyse croisée que je vous expliquais tout à l'heure et le fait, comme je disais, qu'il est vraiment fondamental de faire de la question de l'absentéisme un sujet d'entreprise et pas un sujet RH en fait. L'enjeu, c'est vraiment de mettre en place un copilotage et c'est ce que je pense nous avons réussi à faire dans la démarche sur les métiers de la distribution, un copilotage RH direction métier. Pourquoi ? Parce que cette démarche vise à comprendre en profondeur les ressorts de l'absentéisme alors que les métiers évoluent. Donc forcément, nous avons besoin des directions pour identifier ces évolutions. Et puis, en même temps aussi que les attentes des salariés et leur rapport au travail se transforment, avec aussi des exigences de performance qui se renforcent. Ensuite, parce que la capacité à préserver l'engagement, à prévenir les ruptures, c'est une exigence de gouvernance qui concerne le management global de l'entreprise et les comités de direction. Donc, c'est vraiment important de suivre ce sujet à ce niveau-là.
Autre retour d'expérience, il est vraiment important de veiller à impliquer toute la ligne managériale dans la démarche pour éviter les biais qui consisteraient à réduire la problématique à la relation managériale. Pour preuve, dans le plan d'action que j'évoquais tout à l'heure, nous avons 5 axes. Un axe qui concerne le pilotage de l'activité, pour revoir certains aspects éventuellement systémiques qui peuvent faire partie des causes racines. Un axe sur la reconnaissance et la vie du collectif. Un axe sur la planification, la gestion des temps de travail, des temps de congé. Un axe aussi sur le partenariat RH-métier et enfin un axe sur les environnements de travail. Vous voyez, aucun des 5 axes s'appelle management, même si en filigrane, évidemment, à travers les 5, il y a des sujets qui touchent effectivement la manière dont les équipes sont managées. Donc, le sujet, il est vraiment systémique. Il y a un vrai courage, je trouve, pour une entreprise et un comité de direction à se emparer d'un sujet qui nécessitera peut-être aussi de revoir des modalités ou des repères qui ont fait leurs preuves et d'envisager des actions qui ne produiront leur effet qu'à moyen terme, puisque Laurent l'évoquait, 1 euro investi, c'est 4 euros de retour sur investissement, mais c'est pas tout de suite. Et c'est vraiment, je trouve, assez courageux de s'engager dans cette démarche. Merci beaucoup Béatrice pour ça. Il y a une question, je pense, à laquelle on peut répondre rapidement. Vous n'avez pas parlé, une question pour vous Béatrice, des arrêts longue durée. Mais je crois, en tout cas, je vous laisse confirmer que cette démarche a clairement pour objectif de s'intéresser majoritairement aux arrêts longs, et notamment en lien avec les tendances que l'on observe sur l'augmentation des causes psychosociales dans ces arrêts longs et des problématiques de santé mentale. Oui, je dirais les arrêts longs et les arrêts moins longs aussi. Tout l'enjeu, c'est d'actionner les causes racines de l'absentéisme qui font qu'une personne a pu avoir une déception à un moment donné, est légèrement grippée et décide plutôt de s'arrêter que de venir travailler. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Des personnes, même si elles sont fatiguées, sont suffisamment sont engagées et ne s'arrêtent pas parce qu'elles ont la capacité de travailler. Qu'est-ce qui fait que certaines décrochent à un moment donné? Donc c'est tout type d'arrêt. Une autre question sur les IRP. Les IRP ne sont donc pas identifiés comme des acteurs à solliciter. Donc j'aimerais qu'il n'y ait aucun quiproquo. J'ai cité des exemples de chiffres en lien avec le livret. Il y a bien évidemment aussi des chiffres avec la confiance qui serait exprimée dans les représentants du personnel. Donc vous trouverez ces informations à l'intérieur du livret. Et peut-être un mot sur la façon dont les représentants du personnel ont été associés. Je sais que vous avez parlé d'une démarche en co-construction avec les opérations, le management. Comment les représentants du personnel ont été associés ? Alors déjà dès le départ, puisque dès le lancement de la démarche, nous avons sollicité le CSE pour pouvoir présenter nos intentions et la méthodologie aussi. Ça, c'était le premier point. L'autre point, je vous parlais du questionnaire. De mémoire, on avait une 60aine de questions autour de la satisfaction au travail. Ce questionnaire, il a été partagé en CSSCT avec l'intégration de certaines demandes d'évolution dans ce questionnaire. Et les élus ont été écoutés peut-être aussi en amont de la construction de ce questionnaire ? Complètement écoutés, et puis leurs remarques ont été prises en compte avant l'envoi du questionnaire. Les résultats, l'explication des causes racines en toute transparence ont été présentés aussi aux instances et les plans d'action ont été présentés puisque c'était début octobre et nous avons prévu de faire un suivi avec les instances du sujet puisque c'est un sujet qui intéresse toute l'entreprise. Merci beaucoup Béatrice. Une question pour vous Laurent. Plusieurs même questions, donc autorisez-moi à les prioriser peut-être. Laurent, vous êtes un acteur international en lien avec votre expertise. Quel est votre regard international sur la position de la France aujourd'hui en lien avec le sujet de l'absentéisme, en lien avec la qualité du management, vous nous en avez parlé. Est-ce que vous avez des exemples inspirants peut-être d'autres pays ? Oui, alors... Quand on fait des enquêtes, alors il y en a justement quelques-unes tout à fait rigoureuses dans le dernier ouvrage que vous avez eu l'amabilité de présenter, Travailler mieux. Quand on observe en fait ce qui se passe dans les pays d'Europe les entreprises et les organisations publiques des pays d'Europe du Nord, dans beaucoup de pays anglo-saxons aussi, Grande-Bretagne, États-Unis, Australie.
Ces derniers temps, l'Europe du Sud aussi, Espagne et Italie, eh bien on se rend compte que sur les indicateurs sociaux, la France décroche. Absentéisme au travail, accident du travail aussi, et rotation excessive du personnel, c'est-à-dire capacité à attirer, fidéliser les collaborateurs. Bien sûr, des exceptions, insuffisamment mises en valeur d'ailleurs. C'est pour ça que c'est très bien que Béatrice soit là également aujourd'hui. La question, c'est pourquoi ? Alors, si on résume, en fait, finalement, c'est le résumé du résumé, en fait, pour réduire, si on se centre sur l'absentéisme au travail, pour mieux le maîtriser, ça demande donc des méthodologies, on va dire. Ça demande à ce que ces méthodologies fassent partie d'une politique d'entreprise qui soit décentralisée vers les managers, qui ne sont pas pointés du doigt comme étant les fautifs, mais qui sont accompagnés pour résoudre périodiquement les problèmes, en fait. Voilà. Donc ça demande un changement de mentalité, c'est-à-dire que on ne cherche pas à mettre sous le tapis les problèmes, on cherche à créer les conditions d'un dialogue professionnel qui va permettre de les mettre sur la table, d'en discuter, de voir ce qu'on peut améliorer, de dire ce qu'on n'améliore pas, parce qu'on a dit qu'il y a de l'incompressible, et le tout, quand elles sont là, avec effectivement le soutien, l'appui des organisations syndicales. Certaines étant contre la coproduction, il faut quand même le dire. Donc les informer, oui, systématiquement. Quand on peut coproduire avec les organisations syndicales, il faut le faire. On peut regretter que, dans certains cas, certaines soient plus dans une position, on va dire, j'interviens beaucoup, je dialogue beaucoup avec les syndicats. Certaines sont plutôt dans une position de dire faites votre truc et on critiquera après, quoi. Et moi, quand on le peut, c'est ça. Et donc, dans les pays où ça marche mieux, on va dire que dans les entreprises, on va retrouver finalement, concernant la qualité de vie au travail en général, et notamment un de ces indicateurs clés, comme vous l'avez dit, qui est l'absentéisme au travail, on va retrouver cette alchimie où ça fait partie des préoccupations de la direction. C'est relayé dans les équipes. Les managers sont accompagnés sur ce plan-là. Et les organisations syndicales sont partie prenante, mais partie prenante coproductive. Et non pas censeur, contestatrice. Voilà. Merci pour cette réponse. Les pays d'Europe du Nord étant des modèles en la matière de ce point de vue-là, Danemark, Suède, intéressant. Même Pays-Bas d'ailleurs. Merci beaucoup. En ce qui concerne notre retour d'expérience avec Équilibre, on a nous, sur 100% de nos missions, on a 2/3 de nos missions dans lesquelles on a des commissions ou des comités de pilotage paritaires. Et on observe aujourd'hui, on arrive à cet accompagnement avec des éléments de variabilité dans le fait qu'on ait déjà des organisations avec un niveau de maturité du dialogue social ou que l'on doive s'impliquer pour faciliter le dialogue social, mais on arrive toujours à de meilleurs résultats. On l'observe sans aucune commune mesure. Les données sont sans contestation quand il y a une commission paritaire qui prend le temps de travailler ensemble pour co-construire la démarche. Les résultats sont toujours de meilleure qualité. Une autre question, si vous me permettez, Béatrice, qu'on la pose à Laurent. Allez-y. Les politiques publiques sont-elles aidantes aujourd'hui au regard du sujet dont on est en train de parler ou pourraient-elles l'être selon quelles conditions? Est-ce que vous acceptez de répondre à cette question, Laurent? Oui. J'ai été auditionné. L'IGAS a fait un excellent rapport l'an dernier sur la question, montrant que les politiques publiques avaient un impact sur la qualité de la vie au travail dans les entreprises d'une façon ou d'une autre. Le problème que nous avons en France, qui rejoint un peu la question précédente, c'est que la qualité du travail reste un impensé quand même de nos responsables politiques. Souvent, concernant le travail, le raisonnement est plutôt quantitatif. Il faut travailler plus, moins, moins ou plus. Maintenant, tout ce que ça peut apporter en termes de progrès social, de prospérité économique, finalement, ça reste un impensé. Alors que, effectivement,
on peut imaginer, comme ça a été fait par exemple sur les accidents du travail, avec finalement un bonus pour les entreprises qui le maîtriseraient bien, en termes de charges sociales. Moi, je plaide, si je ne prends que cet exemple-là, pour que ce soit élargi, puisque démonstration est faite que les entreprises qui, par une meilleure QVCT, qualité de la vie au travail, maîtriseraient mieux leur absentéisme au travail, ça rapporte à l'entreprise elle-même, mais à la collectivité, et notamment en réduction d'indemnisation par la sécurité sociale. On pourrait imaginer en fait une politique avec un système de bonus-malus en la matière, vous voyez. Donc, je dirais oui, bien entendu, les politiques publiques peuvent accompagner un cercle vertueux en la matière. Je viens de donner un exemple. Là encore, c'est vrai que le travail reste à faire en France. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, vous pourrez répondre peut-être tous les deux. On a une question. On a une question sur, voilà, dans le débat public, la mise en avant, en relief, avec une pondération plus importante de la fraude sociale, voilà, de l'individualisation du mal-être, de la triche et de la fraude, dans le contexte dans lequel on est et qui a été décrit par les indicateurs de fatigue généralisée, d'un mal-être significatif, d'une alerte sur la santé des organisations. Est-ce que garder des démarches de prévention de l'absentéisme qui s'intéressent uniquement au contrôle des arrêts, à la sanction individuelle, et voire même dans le débat public mettre en exergue la fraude sociale, est-ce que c'est le bon chemin pour s'impliquer dans la transformation de nos organisations et travailler mieux? Laurent, Béatrice? Je laisse Laurent répondre. Alors, pour maîtriser les coûts visibles, les 17 milliards de sécurité sociale, il est bien entendu légitime, de bonne gestion et éthique, puisqu'il s'agit d'argent public, de contrôler ces dépenses au mieux. Moi, je trouve qu'il n'y a absolument pas de débat. Maintenant, tout ça ne suffit pas pour s'occuper, j'ai dit plus de 100 milliards, 17 milliards, ça fait à peine 20% de ça, pour s'occuper de l'essentiel des 80 autres milliards, et qui là demande en fait des méthodologies participatives structurées, on va dire ça comme ça. C'est pas du participatif débridé, c'est pas l'île aux enfants, c'est du dialogue organisé. Ce qui a été dressé comme grand principe, moi, me va très très bien. Ça corrobore tout à fait nos observations. Et là, pour le coup, c'est pas du contrôle à la fraude sociale qu'il faut faire. C'est de la méthodologie participative structurée. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse, Béatrice. Je rejoins en fait, effectivement, faire des suivis des arrêts maladie, voilà, dans certains cas, mais le cœur du sujet n'est pas là, en fait. C'est, le cœur du sujet, il est de s'interroger sur les causes racines et profondes de l'absentéisme et de les traiter. En parallèle, pourquoi pas, évidemment, gérer ces questions de fraude, mais en tout cas, le cœur n'est pas là de mon point de vue. Merci beaucoup pour ça. Une question, comment vous êtes remonté aux causes racines? Alors, on le rappelle, on est remonté aux causes racines en utilisant différentes sources de données, et on pourra l'expliquer si des personnes sont intéressées, en prenant contact avec vous d'ailleurs, Béatrice, ou en prenant contact avec nous, en croisant par des modélisations statistiques particulières l'ensemble des données. Donc ce serait un peu long à développer, mais il y a des méthodologies qui permettent de croiser les données et de regarder, pour donner un exemple, quand globalement le score de satisfaction évolue, comment l'absentéisme évolue, comment l'exposition aux différents facteurs de risque psychosociaux ou facteurs de qualité de vie au travail évolue, et de pouvoir modéliser à partir d'un ensemble de données, eh bien, les éléments qui vont être les plus explicatifs des phénomènes que l'on souhaite éviter. Est-ce que vous accepteriez, Béatrice, de rappeler, vous l'avez dit à un moment donné, quelques exemples de causes racines que vous avez identifiées, et je rappellerai les causes racines principales qu'on a identifiées à travers les données du baromètre. Oui, donc effectivement, les causes racines, on les voit, c'est de l'analyse de data, donc c'est tout l'intérêt des mesures. On les voit quand des niveaux d'insatisfaction impliquent des niveaux d'absentéisme bien supérieurs pour les insatisfaits que pour les satisfaits. Et effectivement, dans les exemples que je donnais, une insatisfaction sur la reconnaissance des efforts,
une insatisfaction sur les marges de manœuvre, sur le contrôle ou le pilotage de l'activité ou sur la relation avec les collègues, sont des causes racines de l'absentéisme, c'est-à-dire qu'elles ont l'insatisfaction sur ces items a un effet sur l'absentéisme bien supérieur à la satisfaction sur ces items. Donc c'est vraiment la mécanique. Ça ne veut pas dire que le nombre d'insatisfaits est élevé, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, quand je parlais d'une insatisfaction sur la relation avec le manager direct qui concerne peu de monde, mais quand l'absentéisme est multiplié par 4, là on peut se dire qu'on touche à une cause racine. Donc l'absentéisme est un sujet extrêmement intéressant et complexe qui nécessite des plans d'action qui sont assez fins, et c'est tout l'intérêt de ces démarches. Et un comité de pilotage en nombre suffisant pour représenter la pluridisciplinarité dont vous parliez avec les partenaires qui vont bien. Et pour rappel de la modélisation des causes racines à un niveau macro, je rappelle que le sur-mesure reste la démarche appropriée. C'est les 3 S, la soutenabilité, et on y retrouve l'intensité du travail ou l'intensification du travail. Vous savez que les nouvelles technologies ou la crise technologique n'a pas solutionné le sujet de la charge, ça a solutionné les tâches simples, mais ça n'a pas solutionné le sujet de la charge. Donc on a un phénomène d'intensification du travail et une difficulté pour équilibrer les ressources afin de répondre aux contraintes. Le soutien, on rappelle les principaux critères dans cette catégorie du soutien, le sentiment de manque de reconnaissance, le manque d'écoute et le manque d'accès à de l'information permettant de bien faire son travail. Et puis le sens, la perception de l'utilité sociale de son travail et la perception de pouvoir produire un travail de qualité au regard de son référentiel professionnel, pour rappeler les causes racines. On arrive bientôt à la fin de ce webcast. J'aimerais encore partager une question. Est-ce que le fait de parler de risques psychosociaux et d'absentéisme n'est pas déjà l'introduction d'un impact négatif dans l'organisation? Alors c'est une question qu'on nous pose et on a reçu des refus. En tout cas, on nous a poliment dit que certaines personnes que l'on a invitées ne souhaitaient pas participer au webcast en disant: vous parlez de RPS et vous parlez d'absentéisme, c'est dépassé, ce sont des termes négatifs et rien qu'en abordant ces termes, vous allez concourir à augmenter le ressentéisme, que tout va mal. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent et puis Béatrice? Non, bien entendu, absolument pas. C'est-à-dire que le progrès, c'est de la résolution de problèmes. Bon, donc, si vous masquez les problèmes, en fait, vous maximisez les conflits cachés jusqu'à une explosion. Donc, le début de la thérapie, c'est de mettre sur la table les problèmes. Bien entendu, en ayant un panorama, alors en le faisant bien, de ce qui va bien. Mais le problème, c'est que pour changer, en fait, il y a un moment donné où ce qui va bien, il faut s'occuper de ce qui ne va pas, parce que sinon, on dit, comme ça va, on va pas se... Voilà, bon, bref. Donc, il y a toujours un moment donné où le début de la thérapie, de ce point de vue-là, on peut faire une analogie avec la médecine, c'est de cerner le problème. Moins vous en parlez, et plus vous maximisez la maladie. Merci beaucoup, Laurent. Béatrice? Alors effectivement, je rejoins Laurent. Là, l'enjeu, et je le disais, sur le fait de travailler de manière collégiale avec les directions métiers, c'est vrai qu'on fait le focus sur ce qui ne va pas bien. Quand on cherche des insatisfactions qui génèrent de l'absentéisme, on va faire un focus sur l'insatisfaction. Mais l'insatisfaction, si ça se trouve, elle va concerner 10% des collaborateurs. Est-ce qu'il ne faut pas s'en occuper ? On ne va pas résoudre le problème de l'absentéisme. Et c'est 10% ici sur ce sujet, 5% là et 12% ailleurs qui font que petit à petit, on va résoudre des sujets d'absentéisme. Alors, on ne peut pas passer de X% à 0, c'est impossible. Donc ça serait complètement illusoire. Mais par contre, effectivement, l'enjeu, et c'est pour ça que je parlais de courage managérial tout à l'heure, de s'attaquer à ce sujet-là, l'enjeu, c'est de mettre les choses sur la table et puis de se dire, voilà, quels sont les leviers que l'on actionne au niveau des entreprises pour pouvoir réduire des causes racines d'un absentéisme qui nous coûte cher. Merci beaucoup Béatrice, d'où l'importance d'accompagner les démarches mises en œuvre d'un plan de communication parfaitement adapté et au niveau de l'explication de ce que l'on va faire pour éviter les quiproquos, pour éviter de froisser les managers qui ne sont pas les causes de tous les maux, mais dont on a besoin et qui font toujours partie en tout cas des solutions. Un mot de la fin, Laurent, juste un mot ou une phrase pour terminer sur peut-être quelque chose que l'on n'aurait pas abordé ou un point sur lequel vous souhaitez revenir pour vraiment passer le cap et puis
transformer ce qui mérite de l'être. Et je vous laisserai aussi, Béatrice, le mot de la fin, si vous le voulez bien. Non, moi je dirais qu'il faut justement apprendre à parler sereinement de ce qui ne va pas. Voilà. Idéalement le chiffrer, aussi en termes d'impact économique, pour justement déclencher des énergies de transformation et ensuite évaluer. Voilà. La clé est là. Voilà. Et ce n'est pas naturel. C'est pour ça qu'il faut une méthode. L'évolution naturelle des systèmes humains, c'est Piaget qui l'a dit, c'est l'entropie. Donc moins vous agissez, moins vous en parlez, et plus ça se dégrade. C'est ça la nature. Merci beaucoup Laurent pour ce mot de la fin. Béatrice ? Alors, je rejoins encore une fois Laurent sur le sujet. Se saisir d'un problème, c'est déjà commencer à le résoudre, le mesurer, travailler collectivement sur des actions pour résoudre ces problèmes, en toute transparence avec les partenaires sociaux. Donc moi je suis ravie d'avoir pu avoir l'occasion de piloter cette démarche et de pouvoir avoir l'occasion aussi de suivre le plan d'action et de mesurer les effets à moyen terme. C'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire que ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé, c'est un travail de longue haleine. Donc c'est très intéressant de s'attaquer à ce sujet-là. J'incite mes confrères effectivement à aborder le problème de cette manière. On suivra avec attention la suite de cette démarche. Merci beaucoup. Je vous remercie tous les deux de m'avoir fait l'honneur de votre présence et d'avoir permis aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de bénéficier de vos éclairages. On peut retrouver les trois intervenants sur nos réseaux sociaux, en réalité. Vous pouvez aussi contacter contact@équilibre-conseil au singulier.com, on fera suivre. Vous pouvez aussi demander le livret dont on a parlé et on vous le fera suivre. Je remercie l'ensemble des équipes d'Équilibre qui ont contribué à l'organisation de ce webcast. On vous souhaite une très belle journée et on vous dit à bientôt.